Dans cette capsule, je vais vous parler des hautes pressions et des basses pressions. Alors, ces deux phénomènes se passent entre deux frontières. D'une part, le sol sur lequel nous marchons, et d'autre part, la tropopause, qui est la limite de la troposphère. La troposphère, c'est la partie inférieure de l'atmosphère, et elle a une épaisseur en moyenne de 10 km d'altitude. Alors on va commencer par parler d'une masse d'air froide. Alors cette masse d'air froide n'est pas forcément glaciale, ça peut être une température qui est dans les 17-18 degrés par exemple. On la qualifie de froide parce que les masses d'air qui sont autour sont plus chaudes tout simplement. Donc c'est en comparaison avec l'air qui est autour. Alors cette masse d'air qui va être plus froide va avoir comme particularité de se condenser, car un air froid est plus dense, comme je viens de l'expliquer, et donc dense est également synonyme de plus lourd. Donc c'est un air plus lourd que l'on voit là, et donc symbolisé par cette flèche qui descend, car un air plus lourd va avoir cette tendance à descendre. Et donc il va générer au niveau du sol ce qu'on va appeler une haute pression ou HP. Cette colonne d'air exerce une forte pression au niveau du sol, une pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est la pression d'une colonne d'air sur une certaine surface. Alors cet air, il descend vers le sol en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, on ne le voit pas car c'est sous forme de profil. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours est-il qu'il se réchauffe en descendant progressivement vers le sol. Le frottement de l'air qui tourne génère un réchauffement progressif de cette masse d'air. Et donc quand cet air arrive au sol, il est plus chaud, donc je l'ai symbolisé par ces flèches rouges. Et il va partir dans toutes les directions. Et donc je l'écris ici, c'est un air qui est plus chaud et qui va avoir tendance à se charger en humidité en se dirigeant vers d'autres régions de la surface de la Terre. Et donc parfois cet air arrive dans des régions où le sol est plus exposé au soleil ou à la chaleur. Et donc cet air va continuer à chauffer à cet endroit-là. Donc j'ai schématisé ici une autre masse d'air qui vient de la droite, qui viendrait d'une autre haute pression ailleurs, sur la surface de la Terre. C'est pour ça qu'il y a deux flèches qui vont dans la même direction. Et donc cet air qui chauffe, à l'inverse d'une masse d'air froide, va monter. Une masse d'air qui est plus chaude est plus léger. La masse d'air est plus légère car les molécules sont chauffées par l'énergie et donc commencent à bouger et donc à prendre plus de place et donc se dilater. L'air se dilate, l'air est plus léger et donc forcément cet air qui est plus léger exerce moins de pression au niveau du sol qu'une masse d'air froide. Donc c'est une basse pression, BP. Cet air monte, 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 et quand on arrive à une certaine altitude, l'air se refroidit. Vous avez sûrement constaté, et j'en ai parlé en cours, quand vous regardez par le hublot d'un avion de ligne, qu'on observe du givre. Eh bien, quand l'air donc arrive à ces altitudes-là, il va se refroidir. Et donc l'humidité qui est contenue dans cet air chaud va se transformer en gouttelettes. Il va passer d'un état gazeux à un état liquide. C'est ce qu'on appelle la condensation. Donc il va se condenser, former des gouttelettes et donc à un moment donné des nuages. Ces nuages vont grossir, grossir, arriver à saturation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas contenir davantage d'humidité et donc l'humidité est évacuée sous forme de pluie. Alors cet air continue à monter après avoir été débarrassé de son humidité et à se refroidir. On retrouve donc un air froid et sec. C'est ce qu'on appelle les vents d'altitude. A l'inverse, les masses d'air qui se déplacent des hautes pressions vers les basses pressions au niveau du sol, c'est ce qu'on appelle le vent. Le vent au sol, c'est ce que l'on ressent quand on est dehors dans la rue. Le vent que l'on ressent, c'est la plupart du temps dû à un déplacement d'air d'une haute pression vers une basse pression. Alors d'un point de vue météorologique, la haute pression est souvent appelée anticyclone et donc synonyme de beau temps. Quand vous entendez parler à la météo d'anticyclone, c'est qu'il va faire beau. A l'inverse, la basse pression, appelée dépression, est synonyme de mauvais temps.
Alors dans ce petit schéma, j'ai repris le schéma vu précédemment et j'ai mis deux graphiques fléchés qui correspondent à la haute pression et à la basse pression. Donc à gauche la haute pression et on voit les différentes étapes qui la composent. Donc la haute pression, c'est de l'air qui descend. L'air qui descend en tournoyant se réchauffe progressivement et cela va entre guillemets détruire les nuages. On va retrouver un air qui est plus sec et donc un ciel qui est bleu, un beau temps. Alors cet air est aspiré par la basse pression et se charge d'humidité progressivement. Alors là, donc, on voit la basse pression. L'air monte parce que chauffé, l'air plus léger monte, mais à une certaine altitude, il va se refroidir et arriver à saturation, c'est-à-dire qu'il ne peut plus contenir davantage d'humidité sans former de gouttes. Et quand il forme des gouttes, c'est passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la condensation. Et donc des nuages se forment et inévitablement des précipitations. Ici, on retrouve notre haute pression et notre basse pression mais de vue zénitale, donc c'est-à-dire vue du dessus. Alors il existe une frontière entre les hautes pressions et les basses pressions. Cette frontière s'appelle un isobar. Et l'isobar, c'est une ligne d'égale pression, c'est-à-dire que cette ligne relie différents points où on a calculé la pression atmosphérique. La pression atmosphérique se calcule en hectopascal, comme c'est indiqué le long de cette ligne, HP majuscule A. La frontière donc entre les deux masses d'air est de 1015 hectopascales. C'est en général cette frontière-là qui existe entre les hautes pressions et les basses pressions. Donc je vous parlais de l'isobar. C'est donc les météorologues calculent la pression à différents endroits et puis ils relient tous ces points-là et ça forme une ligne qu'on appelle isobar. Tout le long de cette ligne, on a une pression donc de 1015 hectopascales. Alors les hectopascales, ça correspond à quoi? Ben, c'est à la pression atmosphérique. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la pression que va effectuer une colonne d'air, le poids que représente une colonne d'air sur une certaine surface. Alors, la plupart du temps, ben, les isobars sont plutôt de forme circulaire et entourent les hautes pressions et les basses pressions. Alors forcément, quand il s'agit d'isobars autour d'une haute pression, eh bien, en plus vous vous rapprochez du centre de la haute pression, au plus la pression est élevée. C'est pour ça que l'on passe de 115 à 120, 125 puis 130. Alors que dans la basse pression, on passe de 115 à 110, 105 et puis 1000 hectopascales. Au centre de la basse pression, c'est l'endroit du système où la pression est la plus basse, et inversement, dans la haute pression, c'est l'endroit où dans l'autre masse d'air, c'est l'endroit où la pression est la plus forte. Je rappelle donc, une haute pression, c'est un anticyclone, synonyme de beau temps, une basse pression, une dépression, synonyme de mauvais temps. Alors, en imaginant que ces deux masses d'air se trouvent dans l'hémisphère nord de la planète, eh bien, il va falloir prendre en compte la force de Coriolis. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi cette masse d'air tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous savez que la Terre tourne sur elle-même, de gauche à droite, donc d'ouest en est. Eh bien, le mouvement de la planète qui tourne génère une force qui s'appelle la force de Coriolis. Et la force de Coriolis, c'est une force qui va dévier tous les corps qui sont en mouvement, comme de l'eau par exemple qui coule dans un évier. Et bien dans l'hémisphère nord, cette eau va couler dans le sens des aiguilles d'une montre, donc déviée par la droite à cause de cette force de Coriolis. Et donc tous les mouvements, tous les corps en mouvement, aucun donc de ces corps en mouvement n'échappe à la force de Coriolis. Et donc les masses d'air telles que les hautes pressions sont soumises à cette force et tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais cet air qui sort des basses pressions, des hautes pressions, est aspiré par les basses pressions. Car il y a une sorte d'appel d'air là, et l'air monte, 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 et donc il y a un air qu'il faut en quelque sorte venir remplacer, et l'air qui sort des hautes pressions s'empresse d'aller s'engouffrer à la base des basses pressions. Et là, il est enroulé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, dans les basses pressions, le vent tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Anticyclone et dépression, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà, ici j'ai superposé les deux schémas pour qu'on puisse visualiser de manière sous forme d'une coupe, donc de profil, et l'autre
de manière zénitale. Et donc là, on voit les flèches rouges qui sont symbolisées près du sol. C'est celles que j'ai représentées avec mes flèches qui tournoient en vue zénitale.